messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Merci à chacun d'entre vous de s'installer convenablement de l'endroit où vous êtes ce matin. Et si jamais vous êtes devant votre smartphone, merci soit de mettre vos écouteurs, question de ne pas déranger ceux qui sont autour de vous, ou encore de voir la mesure dans laquelle vous mettrez bien évidemment ce smartphone au bon endroit pour partager la réalité du Cameroun avec ceux qui sont autour de vous. Madame, messieurs, c'est un plaisir encore de vous retrouver avec la grande famille ce matin qui, comme chaque jour de lundi à vendredi, nous retrouve et avec laquelle nous partageons ces réalités. Charles Amel Batiou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengele, Karine Santia, et comme nous aimons toujours à vous le rappeler chaque matin, ensemble unis pour la même mission, nous allons encore vous servir jusqu'à midi. Et vous le savez, nous sommes le 5 octobre 2020. Dans quelles conditions aujourd'hui nous démarrons la rentrée scolaire au Cameroun? Mais quel regard peut-on jeter véritablement dans les régions anglophones du Cameroun? Peut-on croire véritablement à un espoir d'une rentrée scolaire dans ces régions du Cameroun en crise, surtout dans l'extrême nord du Cameroun? Comment parlera-t-on d'une rentrée aujourd'hui dans l'extrême nord du Cameroun et dans ces régions économiquement sinistrées du Cameroun? Bienvenue à tous, bienvenue à vous, madame, messieurs. Bonbon Benga Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, la rentrée scolaire semble effective si on s'en tient aux déclarations officielles de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle bien du gouvernement, des pouvoirs publics, mais également certains leaders séparationnistes, certains leaders sécessionnistes. Ils ont appelé au retour à l'école. Mais bien qu'il y ait des exigences, limitons-nous quand même à ce point positif où tout le monde veut que les enfants aillent à l'école. Rentrée scolaire 2020-2021, madame, monsieur, le climat aujourd'hui au Cameroun, est-ce que c'est celui qu'on attendait? Une belle coïncidence avec la journée mondiale de l'enseignant qui bat son plein. Rentrée à l'école, les enseignants dans la fête. Est-ce qu'on a pensé véritablement au calendrier de cette année scolaire à venir? On en parle dans un instant. Charles Amel Batiou, bonjour et bon début de semaine. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il aujourd'hui dans certaines microfinances de la place? On nous renseigne que certaines sont en train de fermer. Il n'y a plus moyen de retirer l'argent dans les différents comptes. C'est devenu compliqué. Comment comprendre que la COBAC jusqu'ici ne joue pas véritablement son rôle? À la veille de la rentrée, il faut dire que des parents qui allaient récupérer leur argent se retrouvent à ne pas pouvoir rentrer en possession de leur argent à cause du fait que la banque est sous administration provisoire sans qu'on ait pris la peine d'en informer les différents clients. Comment vont faire certains parents? Point d'interrogation. La question bien sûr est posée ce matin, madame, messieurs. Vous le savez également, la semaine dernière, le Conseil électoral a rendu sa copie dans le cadre des élections régionales du 6 décembre prochain. Et s'il vous plaît, tenez-vous bien tranquille. Ayan Luc, recalé bien sûr par le Conseil électoral, liste conduite par le Lamido de Dakula dans le maillot d'Anaï, a été rejeté par Elecam par défaut d'acte d'homologation des chefs traditionnels. Ayan Luc, on en parle encore. Après le Conseil économique et social du Cameroun, cette fois-ci, il aurait bien voulu être conseiller régional. Que non, ça ne marchera pas bien pour lui. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Coup de tonnerre hier dans le paysage judiciaire au Cameroun. Maître Charles Tchakounte Patié, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, a rendu l'ami en France. En matinée, tout le barreau du Cameroun est en deuil. Les Camerounais portent le deuil et on se rappelle que depuis l'année 2019, ils portaient un combat pour la lutte pour les droits, le respect des droits des avocats au Cameroun. On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Avec fierté, Karine Santia, mais également ce sujet qui fait le tour de la toile aujourd'hui, le fait que le président Trump, le président des États-Unis, soit
happé lui aussi par le virus du Covid-19, aujourd'hui hospitalisé. Il dit et il fait savoir qu'il veut l'entendre que dans les jours à venir, il sera de retour. Et attention, madame, monsieur, gros coup marketing, gros coup de communication. Dans quel état d'esprit reviendra-t-il après avoir lui aussi contracté le Covid-19 avec son épouse, mis en quarantaine? Attention, ça fait bouger la toile. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Tout comme Bombok aujourd'hui, je suis très heureuse que les enfants dans la localité du nord-ouest et du sud-ouest pourraient éventuellement, sans risque d'avoir des représailles, retourner à l'école. C'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui sont de ce côté-là. Et aujourd'hui, il y a un peu de tristesse quand on sait quelle est la situation des enseignants aujourd'hui et qu'il n'y a pas officiellement eu des sortes de réunions, de congrès ou bien de parlement où on pourrait voir dans quelle mesure on pourrait améliorer la qualité de vie des enseignants, améliorer même la qualité pour améliorer leurs conditions de travail également, parce que cette journée permet de mettre en avant les difficultés auxquelles sont exposées la profession enseignante et de voir comment est-ce qu'on peut changer les choses. Donc aujourd'hui, bonne célébration aux enseignants du Cameroun. Va-t-on dire justement que la ministre des enseignements secondaires ou encore le ministre également de l'éducation de base, pourquoi pas les ministres aussi, hein, ces trois ministres, y compris le ministre de l'enseignement supérieur, ont-ils pensé à cette journée consacrée bien sûr à l'enseignant? Est-ce qu'ils ont vu mieux de les mettre sur le banc de touche et de ne pas leur permettre bien évidemment de célébrer cette journée qui marque quand même pour eux une journée importante dans la célébration des événements mondiaux? Et il est important de rappeler que le thème de retenu cette année, c'est enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Leader en temps de crise, façonneurs d'avenir. Qui sont-ils? C'est là qui vont façonner l'avenir du Cameroun en temps de crise aujourd'hui. Bon, Benga, vous voulez réagir avant? Non, est-ce qu'on les écoute? Les leaders, on écoute le leader, mais on est dans un environnement où ils se disent leaders, on ne les écoute pas. On les fait asseoir devant les élèves et... Combien sont-ils morts l'année dernière? Combien ont-ils été ces enseignants qui ont été brutalisés devant les élèves l'année dernière? Frustrés, choqués, et il y en a même qui ont été menacés. Aujourd'hui, que disent les enseignants? Comment apprécient-ils cette journée? L'histoire du jour, ce matin, c'est avec vous Dominique Audrey-Yengelek. L'histoire du jour nous vient d'une dame, elle s'appelle Erika, elle est âgée de 35 ans. Elle vit avec Edmond, lui âgé de 45 ans. Ils se connaissent depuis 10 ans, ils vivent maritalement depuis 10 ans. Et ils ont 2 enfants. Ça fait 3 ans exactement qu'ils ont légalisé ou bien officialisé leur relation. Au départ, ils n'assumaient pas véritablement les charges parce qu'ils n'avaient pas encore prêté serment. Elle parle là de son conjoint, de son mari désormais, et c'est elle, puisqu'elle a eu une certaine avance sur lui, qui assumait les charges, et elle raconte que ça n'a pas été un problème pour elle parce qu'elle savait qu'avoir des clients, ce n'était pas évident du tout. Donc ça fait plus de 2 ans déjà que celui-là a prêté serment, mais malheureusement la situation reste la même. J'étouffe aujourd'hui, le loyer nous coûte 600 000 francs l'année, et sur les 600 000 francs par an, il ne donne que 75 000 francs. Et à côté de ça, il y a les charges fixes, entendez, électricité, câble, courant, ration que je dois gérer. Les quelques fois où il donne quelque chose, il faudrait d'abord que je hurle, que je crie, que je tempête à la maison pour qu'il donne quelque chose. Elle raconte que à côté des problèmes financiers auxquels elle fait face, il y a aussi l'absence de son mari. Elle raconte qu'il passe beaucoup de temps avec ses amis. Par conséquent, les enfants n'ont pas la possibilité d'être constamment avec leur père qui est tout le temps absent, qu'il s'est versé également dans l'alcool, et qu'une fois, il y a eu une situation à la maison et son mari a refusé de se ramener à la maison. Il est revenu très tard la nuit quand il avait fini de faire ce qu'il avait à faire. Elle dit qu'elle commence à avoir l'impression de quémander le mariage, et par espoir justement que son mari change, elle a contacté les différents membres de leur famille respective, mais malheureusement, après moult conseils donnés à ce dernier, celui-là n'a pas changé. Elle raconte que j'ai parlé à nos familles justement, et j'arrive plus à garder le silence. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit aujourd'hui comment gérer
gérer cette situation? Mon mari, je l'ai aimé, je continue de l'aimer, mais son manque de considération, son manque de sérieux et de respect à mon endroit commence à me faire douter. Que faire? Des problèmes posés ce matin avec vous justement, Dominique Audrey, la question de la responsabilité, peut-être la vision commune des choses dans le couple aujourd'hui. Ça pose encore un réel problème parce que vous êtes nombreux, des millions chaque jour à les vivre, madame, messieurs. Quelles sont vos réactions? Comment vous analysez le problème posé ce matin? Et surtout, quelles sont vos propositions? Nous vous attendons sur les plateformes bien connues 10-12, le Zénith sur Facebook, Equinox TV pour ceux qui nous regardent également en live, toujours sur Facebook. Allez rapidement vous y abonner. Et puisque vous nous donnez l'histoire justement ce matin, une histoire de femme, vous pensez que cette femme sera en train de suppléer le mariage aujourd'hui? Et d'un homme aussi. Oui, elle se plaint. Ouais. Vous croyez justement qu'à la suite de l'histoire qu'elle nous restitue, qu'elle nous présente, c'est un problème assez sérieux. L'homme semble être irresponsable. Il déroge complètement aux règles justement de la famille qui voudrait qu'il accompagne celle-ci, puisque c'est la complémentarité. Vous croyez justement qu'elle sera en train de commander le mariage comme elle a semblé justement le dire ce matin? On pourrait avoir cette impression. Vous savez, lorsque vous avez un problème et que vous êtes en couple et que vous posez votre problème à quelqu'un, généralement, ou bien à une copine ou à un ami, on va te dire que non, mais est-ce que tu quémandes le mariage? Donc, lorsque vous posez votre problème et que vous avez des gens qui peuvent vous tenir ce genre de langage, vous avez l'impression en réalité que vous quémandez le mariage. Non, madame, vous ne quémandez pas le mariage. Vous êtes dans votre rôle de femme. Parce que de toute façon, si votre mari ne paye pas le loyer et que c'est vous qui payez le loyer, vous habitez dans cette maison. Si vous rationnez et que lui ne rationne pas, mais que vos enfants mangent et que vous mangez, c'est normal que vous rationnez. Elle a l'impression simplement d'être avec un homme qui ne sert foutrement à rien. Donc, si elle est avec un homme qui ne sert à rien, il n'a rien à faire dans cette maison-là. Moi, je suis un peu triste pour cette femme et triste pour la société en général parce que malheureusement, on se rend compte que de plus en plus, les hommes cherchent des femmes qui travaillent justement pour fuir les responsabilités. Ici, on a une femme qui a été très compréhensive dès le départ parce qu'elle s'est dit non, c'est mon homme, je ne vais pas le brusquer parce que je connais les réalités du métier. Mais maintenant, lorsqu'on a un homme qui, à côté de ça, estime que vous avez des clients parce qu'il a dit à sa dame, vous avez des clients parce que ce sont vos amants, là, on se sent un peu frustré, on se sent un peu amoindri et choqué d'entendre ce genre de choses. Vous ne quémandez pas le mariage, mais maintenant, je pense que vous devez avoir une vraie conversation avec votre mari, une conversation d'adulte dans laquelle vous n'allez pas crier. Une conversation où vous allez le mettre effectivement devant les faits en lui disant, voilà, nous sommes rendus à 10 années de vie ensemble et voilà le bilan qu'on peut faire qui n'est pas reluisant parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont un père dans la maison mais ne le voient pas. Mes enfants ont un père qui ne les accompagne pas, qui n'accompagne pas peut-être jouer dans des matchs, un père avec qui on ne fait pas d'activité, un père qui n'aide pas à faire les devoirs, un père qui ne nous borde pas le soir. C'est un problème pour ces enfants. Si cet homme était votre frère aîné, votre frère, que lui direz-vous véritablement? Après l'avoir copieusement grondé, je lui dirais, si tu ne veux plus être avec la fille à autrui, tu la libères. Tu la libères. Et un homme qui, lorsqu'il a son salaire, court simplement boire avec des amis et ça relève également la question de l'amitié. C'est quoi l'amitié? Est-ce que les amis ne sont des amis que lorsque vous avez un salaire à la fin du mois et que vous devez vous retrouver à aller boire? Questionnez ce genre de relation. Ça veut dire que dans ce couple, il n'y a pas de projet d'avenir. Vous dépensez 600 000 francs en une année alors que vous pouvez vous projeter et que vous devez vous projeter pour avoir un lopin de terre pour vous construire parce que vous avez des enfants à qui vous devez laisser des choses. C'est un problème. On ne reste pas dans une relation où il n'y a pas d'évolution. Lorsqu'on se met avec quelqu'un, ça veut dire qu'on doit évoluer ensemble. Donc, si c'est la dame qui doit tout porter sur elle, ça devient compliqué. On met même bien sûr se poser la question de savoir qu'est-ce qui a poussé cet homme à réagir pareillement. Est-ce qu'on peut dire qu'à la base, lui, il a toujours été irresponsable au-delà de tout? Ou est-ce que la femme n'aurait pas eu un langage décousu vis-à-vis de son homme qui l'amènerait bien sûr à se comporter de la sorte Karine Santière? À la base, il est irresponsable. Donner de l'argent à un pauvre pour bien connaître son comportement. Si quelqu'un est pauvre, donnez-lui une bonne somme d'argent et observez-le. Observez-le et appréciez ses réactions avec son entourage. Vous verrez qu'il sera différent. Pas tout le monde quand même. Toutes les règles ont des exceptions. Très bien.
Vous observez et vous verrez bien le genre de personne qu'il est. Il y a des personnes à qui vous allez donner ces 1 million là. Il est capable de faire fructifier, mais de changer avec son entourage ne sera plus le même. Déjà, il va commencer par déménager, aller prendre une maison qui est un peu plus grande, un peu plus belle, dans un immeuble, à louer. Il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter un lopin de terre et rester dans la location en attendant construire. Il y a une autre personne qui va vouloir ouvrir une boutique pour que ça produise. Question pour lui d'avoir un jour un lopin de terre. Je dis bien, donner de l'argent à quelqu'un qui est pauvre et observer son comportement. Soit il va devenir hautain avec les voisins, donc il va plus vous parler, vous serez devant lui comme rien du tout. Soit il va devenir plus petit et se faire discret. C'est pour ça que les vraies personnes qui ont de l'argent marchent souvent en sandales dans les rues. Parce que l'argent ne fait pas le bruit. D'accord. Ce monsieur dans l'histoire de ce matin ressemble à cet homme qui n'a jamais su qu'il pouvait avoir un salaire de sa vie, qui pouvait être payé pour un service et qui a fini par avoir une paye après un service. Du coup, ce que sa femme fait n'est plus trop important parce que d'ailleurs, elle n'est même plus si belle que ça. En plus, il a déjà de l'argent pour se payer toutes les femmes qu'il veut. De ce fait, elle a déjà les vergetures. Ce qui fait que même ses enfants ne reflètent pas le genre d'intelligence qu'il veut. Ça ne sert à rien qu'il passe du temps avec eux. Est-ce que vous ne me remuez pas un peu tout le coton de la plaie, la carrière? Je suis en train de donner mon point de vue. Je suis en train de donner mon point de vue. C'est un peu trop excessif là? Ce qui fait que, comme elle a même d'abord commencé à payer le loyer, elle payait avant parce qu'elle a non. Est-ce qu'elle n'a plus? Elle va commencer à payer. Elle va continuer à payer. Est-ce que j'ai besoin de rationner? Si je veux même, je mange. Si je veux, ne mange pas dans sa maison. Ça me change quoi? Voilà. Voilà ce à quoi on s'expose lorsqu'on accepte de prendre certaines responsabilités sur soi. Quand votre mari n'a pas, on le concède. Ça peut arriver à un moment où vous êtes dans des difficultés. Mais observez les réactions de la personne lorsqu'il y a un mouvement qui se passe. C'est-à-dire qu'une activité ou encore un problème qui doit nécessiter sa réaction. Si cette personne pleure beaucoup, lorsqu'il y a des problèmes, sachez que cette personne n'a même pas 5 francs dans sa poche. Et sur le fait justement, mais si cette personne réagit comme un homme, avec le visage attaché et capable de rassurer, ça veut dire que même s'il n'a pas d'argent, il pourra trouver des ramifications pour s'en sortir. Cette femme justement aujourd'hui, lorsqu'elle pose le problème, elle est en larmes en réalité. Elle veut trouver des solutions. Alors, est-ce qu'à travers la voix de la femme que vous êtes, il y a une éventuelle solution pour elle? Il y a une solution, maintenant, il y a plusieurs solutions. C'est elle qui va faire le choix. Vous nous en disposez quelques-unes? Voilà. La première solution, déjà, c'est de discuter comme Dominique a dit. La deuxième solution, c'est de le laisser, c'est-à-dire s'envoler, qu'il s'envole, puisqu'il a les ailes actuellement. Le jour où une seule va se casser, il va retourner parce qu'elle est à l'aéroport. Maintenant, ça, c'est encore un autre choix. L'autre choix serait de prendre des distances avec lui et voir si on est capable de s'en sortir sans lui. Parce qu'il faut qu'elle évite la dépendance affective. Ouais. Parce que si elle pense que en restant seulement avec lui, elle est heureuse, il faudra qu'elle se rassure que l'éducation qu'elle donne elle seule à ses enfants soit capable de couvrir pour le père. Donc, il faudra qu'elle prenne tout cela en compte. Parce que si un enfant est capable d'attendre son papa jusqu'à 22 h et qu'il ne rentre pas, ou bien quand il rentre sous et il crie partout, ça va changer l'appréciation que l'enfant aura de son papa parce que tout le monde déifie son papa. Et si à un moment donné, l'enfant arrête de déifier son papa, bonjour le manque de respect. Peu importe ce que la maman va dire, c'est mon mari, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas ceci, l'enfant voit. Et vous n'allez pas fermer ses yeux par rapport à ce qu'il voit. Ok. Charles Membachou, une histoire assez, on va dire, régulière parce qu'il y a pas mal de femmes aujourd'hui qui se plaignent de ce qu'elles vivent avec des hommes dont elles prennent justement la charge de ces derniers dans des foyers, y compris les enfants, mais se plaignent du fait qu'en retour, elles attendent une contribution de ce dernier. Malheureusement, aucune réaction. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme ce matin qui pleure? Bien, on va dire que les bases ont été mal ficelées, très mal ficelées des deux côtés. Ils ont manifestement le désir de vivre ensemble, mais sur le fond, il faut dire qu'ils ne se sont pas bien entendus, ils n'ont pas su gérer leur foyer, ils n'ont pas su adapter les différentes, comment on va dire, contributions des uns et des autres dans la gestion du foyer. Donc, dans ce genre de situation,
Comment c'était réglé chez les Bantous? On prend un temps de pause. Il y a un temps de pause. D'abord, on se réassoit et on remet les pendules à l'heure. Il n'y a rien à faire que de dire que je pars, je ne pars pas, je le laisse voler, je le laisse... Non, je pense qu'on met les pendules à zéro. On souffle d'abord, parce qu'il y a une personne qui semble être essoufflée. On souffle d'abord tous les deux. On trouve un mécanisme pour créer un temps d'accalmie, on se repose et après on se reprend, on se reparle, on réorganise. Tant qu'il n'y a pas de réorganisation, c'est possible. Il y a tout il y a tout un tas de mécanismes. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les parents du mariage. On met toutes ces différentes personnes à contribution pour la reprise à zéro. Même si vous voulez, vous pouvez aller rencontrer des assistants. Il y a des assistants dans tous les tribunaux, que ce soit coutumier ou juridique, conventionnel, pour vous apprendre comment gérer la ration alimentaire, la gestion du foyer, à qui incombent les charges fixes, les cas. Donc ça se définit véritablement. Donc je crois qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard, on peut rattraper tout ce qu'il y a lieu de faire, souffler, se rasseoir et remettre les bases à zéro. Est-ce que dans ces bases, justement, qu'il faudrait remettre à zéro, la fusion des avoirs, est-ce que ce n'est pas un élément capital ici? La fusion des avoirs et une bonne gestion de cette fusion des avoirs. C'est vous qui posez les moyens comme étant une finalité. Je posais une question. Non, je dis vous posez les moyens comme étant une finalité. Les moyens ne viennent qu'accompagner la vie, ne viennent qu'accompagner le bonheur. Non, je défends le bonheur en disant les deux s'asseyent, ils soufflent et après ils se reparlent, ils se réorganisent. C'est tout ce qu'il y a lieu de dire et c'est tout ce qu'il y a lieu de faire pour le moment, M. Michel Ngachou. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre à faire. Ils ont perdu, il faudrait qu'ils se retrouvent, qu'ils discutent, qu'ils réharmonisent leur foyer. L'argent, c'est un détail de l'histoire, M. Michel Ngachou. Et les questions, bien sûr, liées, madame, monsieur, vous le savez, à la culture du mariage aujourd'hui, mais surtout l'éducation, étant donné que les deux doivent être suffisamment éduqués avant de rentrer dans le processus du monde de la vie en couple jusqu'à la fin des jours. Ne doit-on pas dire justement qu'il y a eu des failles dès la base, Mohamed Bengan? Les familles n'ont peut-être pas suffisamment n'ont pas su encadrer suffisamment ces enfants pour qu'ils n'en arrivent pas où ils en sont aujourd'hui, non? Tout à fait. Puisque en fait l'histoire ne nous dit pas l'implication de la famille, mais peut-être quand la femme se plaint. Mais dans l'histoire quand même, la dame se plaint. Non, le problème, je le citais à 3 niveaux. Le premier niveau, j'apprécie la femme. C'est une bonne femme. C'est une femme qui donne l'impression d'être prête pour le mariage. Parce que, au-delà de son bonheur personnel, elle regarde la famille. Elle regarde la famille, les enfants, je veux dire l'occupation spatiale et tout, mais elle ne va pas dehors n'importe comment, elle se confie à la famille. Alors le premier. Deuxième chose, comme Charles Hamel disait, au départ, chacun avait, j'allais dire, ses visées, son projet seul. Et c'est ce qui aboutit souvent à ce genre de situations. Parce qu'on a l'habitude de dire, et pendant les fiançailles, on cache les griffes. Non, ça c'est une conception qui n'est pas africaine. Et je pense que même à l'Occident, si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas. On ne cache pas les griffes. Et justement, pendant la période de fiançailles qui a duré 8 ans, parce qu'on dit que ça fait 2 ans de se marier alors qu'ils sont 10 ans, il a duré 8 ans. Pourquoi n'ont-ils pas mis en place un projet commun de mariage et d'élévation? C'est ce que Charles Hamel dénonçait tout à l'heure. Troisième chose, je termine par là. Oui, la PAD, que font les parrains? Les parrains du mariage. Et voilà une autre incongruité qu'on entend souvent. Les parrains aujourd'hui, que ce soit pour les mariés ou à l'église, pendant les baptêmes, les confirmations, tout ce que vous voulez, c'est comme si leur travail se limitait seulement à la cérémonie. Alors que parrainer, quelqu'un veut dire on tient la main jusqu'à ce que vous soyez assis sur la base de 3 variantes africaines. Parce qu'il y a des péripéties dans, le mariage. Oui. Ces variantes africaines, c'est quoi? Il n'y a de richesse que d'hommes. Quand vous avez les hommes, vous les moulez. Et après, vous les situez. Voilà les 3 étapes. C'est ça qui se décline aussi en 3 autres proverbes. Je ne mange pas, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Je ne mange pas chez toi. J'ai pris ma décision et je l'applique.
Donc c'est ça la constitution de l'homme africain. Donc ces scientifiques, ils n'ont pas intégré ça dans leur projet de vie, mais j'apprécie la femme qui signe à foi. Donc qu'elle ne se lasse pas, qu'elle associe maintenant vraiment de manière vigoureuse les deux parents, puisque la famille est permanente, l'homme semble ne pas. Et déjà, vous vous fiez donc vers le parrain de mariage en leur disant que non, vraiment, papa, ton fils là, ce n'est pas comme ça, je ne comprends pas. Donc, je pense que ça va les amener à s'asseoir et à faire un projet commun. Au-delà justement des conseils que vous prodiguez ce matin, bon Bengan, la femme qui est la mère de l'humanité, la femme qui sait comprendre les problèmes des enfants, parce que chaque mari, pour une femme, c'est aussi un enfant, c'est aussi un fils. Mais est-ce qu'elle n'a pas des solutions, je vis de femmes, pour au-delà de son attitude, le ramener à une bonne raison en dehors justement des parents et les familles? Est-ce qu'elle n'a pas des solutions individuelles qu'elle peut mettre en place pour amener son homme à une bonne raison? Les solutions individuelles se trouvent également à 3 niveaux. Vous observez votre mari, quel regard il a sur les enfants. Est-ce que c'est un homme fuyant? Est-ce que c'est un homme responsable? Mais quel est cet homme qui abandonne les enfants? Première étape, d'abord, il faut, comment je vais dire, savoir observer. L'autre chose, c'est que, est-ce qu'il mange comme il le faisait avant? Il mange à la maison, l'environnement est comment? En veillant à ce que vous, la femme, vous oxygénez la maison. Et maintenant, ça, la mère aime le dire, les compagnies. Est-ce que c'est un mari qui a les amis de bar, du quartier? C'est ça, c'est cet ensemble-là, en fait, dont les répercussions, quelquefois, avec des conséquences malheureuses, peuvent vous perturber. À ce moment-là, la femme a une seule chose, elle te parle à la chambre, elle te parle au moment où vous mangez. Mais bon, quand il mange maintenant, est-ce qu'il mange même avec les enfants? À ce moment-là, il y a des mots qu'on ne va pas prononcer. Donc peut-être que l'homme qui rentre tard ne permet plus à sa femme de s'intégrer dans ce choix-là. C'est pour ça que la famille et les parents doivent intervenir pour surtout celui qui avait parlé pendant la dot, s'il vit encore. Donc, une question propre bien évidemment aux affaires sociales aujourd'hui. Comment vivent les familles au Cameroun aujourd'hui? Et on sait combien de dossiers se trouvent au niveau des ministères des affaires sociales au Cameroun et dans les commissariats concernant l'irresponsabilité parfois parentale des maris, parfois aussi des mamans aussi. Et ce n'est pas de nature justement à apprécier cela positivement. Nous en profitons ce matin bien évidemment pour dire aux mamans, restez fortes, surtout parce qu'on sait combien la femme incarne pas mal de grandes vérités, grandes valeurs pour la société. Et ce sont justement de nous mettre en colère tous les jours, madame, messieurs. Et nous parlons de colère. Dans un instant, Charles Amemba, ici présent, viendra nous restituer l'une des colères les plus fortes de cette semaine, j'ai envie de dire de ce début de semaine. Restez des nôtres. Je m'interroge ce jour sur la question du grand dialogue national dans ce pays. À quoi aura servi cette affaire du grand dialogue national-là? 600 personnalités réunies en commission ont planché sur 8 thématiques principales contenues dans un message du chef de l'État, notamment celui du 10 septembre 2019, thématique portant sur le bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale, système éducatif, système judiciaire, retour des réfugiés et des déplacés internes, reconstruction et développement des régions touchées par le conflit, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, rôle de la diaspora dans la crise et sa participation au développement du pays, décentralisation et développement local. Dans quelles conditions s'est-il préparé, mieux s'est-il organisé, ce grand dialogue national, JDN comme on l'appelait? Quel a été le rôle des différentes commissions formées
se sont-elles véritablement penchées sur des dossiers de manière autonome ou alors ont-elles été orientées méthodiquement et spécifiquement par les observateurs, mieux encore les superviseurs envoyés par le gouvernement? Des recommandations ont somme toute été formulées à l'issue de cette grande messe et transmises à qui de droit. Pour quelle finalité? Beaucoup de mesures avaient été annoncées au lancement du débat il y a un an, mais à ce jour, peu ont été mises en place. Sinon que quelques indices suscitaient le doute quant à la portée finale de ce grand rendez-vous national, avait-on dit. Le gouvernement, pourtant acteur du conflit, a organisé et piloté de bout en bout ses assises. L'absence du président Paul Biya en aura dilué ou alors diminué l'envergure parce que vous ne pouvez être l'initiateur et être encore le grand absent. Le refus des militants séparatistes d'y participer l'a de fait affaibli. Le choix d'organiser en 20 jours un événement d'une telle ampleur a donné une impression de précipitation. L'absence d'objectifs et d'indicateurs de suivi précis permettant d'effectuer un bilan rigoureux de ce grand dialogue a pu faire croire à un mécanisme purement formel, davantage destiné à redorer l'image du Cameroun au plan international qu'à résoudre une crise politique majeure et à raffermir le vivre ensemble sur le triangle national. Peut-on dire que les 18 compétences dévolues à toutes les régions, à savoir développement économique, infrastructure, transport, urbanisme, habitat, santé, action sociale, eau, énergie, éducation, promotion des langues et des cultures nationales ont été scrupuleusement respectées après la tenue de ce grand dialogue national? Point d'interrogation. Le grand dialogue national était la dernière carte du président Biya face à la pression de la communauté internationale, de l'opposition politique et des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Un an après la tenue du grand dialogue national, il est difficile de donner du tort à ceux qui estimaient que cette affaire-là était mieux ou alors serait mornée de par la forme et le contenu. Un an après la tenue du grand dialogue national, la société camerounaise apparaît plus fracturée que jamais. Les revendications identitaires prolifèrent, le concept d'autochtonie cristallise les joutes politiques et alimente les tensions communautaires, les plaidoyers en faveur d'un fédéralisme ethnique sont toujours plus audibles et la crise anglophone est désormais le théâtre d'un sinistre affrontement entre seigneurs de guerre sanguinaires d'un côté et forces de sécurité déchaînées de l'autre, entre les deux, des populations toujours plus martyrisées, comme cette vidéo qui circule désormais sur la toile, présentant une jeune fille malaxée, torturée, humiliée dans sa peau de femme, juste parce qu'elle a des amis. Un an après la tenue de ce grand rendez-vous, peut-on dire que le but de recherche a été atteint? Évidemment non, puisque la paix n'est toujours pas revenue, ni les bandes armées qui commettent des violences inouïes et innombrables n'ont pas déposé les armes, encore moins l'armée. Comment comprendre que malgré la mise sur pied de la commission DDR, il est difficile d'entendre le mot paix dans la bouche des différentes parties? Comment comprendre que rien n'a été fait pour bouger les lignes après la mise sur pied de la dotation générale de la décentralisation qui fait mention d'un transfert d'un minimum de 15% des recettes de l'État aux communes d'arrondissement? Comment comprendre que ce soit encore le ministère de la Santé qui continue à exercer le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des centres de santé intégrés et des différents centres d'arrondissement, alors qu'après le JDN, cette compétence avait été destinée aux communes d'arrondissement? Comment comprendre que ce soit encore le ministre de l'Éducation de base qui effectue le recrutement et la prise en charge du personnel enseignant des établissements préscolaires, écoles primaires et maternelles? Comment comprendre que le renforcement de la participation citoyenne à travers l'implication des populations à toutes les phases de l'élaboration et de l'exécution des budgets, programmes et projets par l'institution des comités de quartier ou des villages dans les communes ne soit pas encore effectif? Comment comprendre que les modalités qui devraient être fixées à propos du système éducatif et système judiciaire particulier, dont par des lois spécifiques,
n'ont pas encore été acheminés au Parlement et un an après la tenue du grand dialogue national. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, il n'existe pas une assemblée, mieux encore un conseil exécutif régional dans chacune des 2 régions. Chaque assemblée régionale ne dispose pas de 2 chambres, à savoir la chambre des délégués départementaux et la chambre des chefs traditionnels. Peut-être c'est ce vers quoi on est en train de s'acheminer vers le 6 décembre prochain avec cette élection. Comment comprendre qu'aucun décret n'a été signé concernant l'Assemblée régionale, le Conseil exécutif régional et la House of Chiefs? Comment comprendre que la déscolarisation des enfants en âge d'aller à l'école soit toujours d'actualité, malgré quelques signaux positifs pour le compte de la prochaine rentrée scolaire, venant désormais de la quasi-totalité des protagonistes de cette sale guerre? Savez-vous qu'en dehors de la mise en place des mairies de ville, aucune compétence d'envergure reversée aux communes d'arrondissement n'a été traduite dans les faits? La preuve, cela fait simplement quelques jours que les maires ont perçu les 6 mois d'aéré. Comment comprendre l'absence du délai, notamment précisant un délai de mise en œuvre des différentes étapes de la réforme et l'engagement ferme de les respecter? Au jour d'aujourd'hui, le grand dialogue national semble être, entre guillemets, un fiasco national. À qui la faute? À ceux qui veulent plaire à la communauté internationale ou à ceux qui veulent faire croire qu'au Cameroun, tout va bien. La colère justement de ce matin, madame, messieurs, et puis nous revenons sur un bilan 1 an après le grand dialogue national au Cameroun. Souvenez-vous, en octobre dernier, le chef de l'État d'ailleurs l'avait bien organisé et avait mis ce projet sur la table, question d'apporter des solutions dans la crise qui secoue les zones anglophones aujourd'hui. Peut-on dire qu'un an après, on a des résultats escomptés? Analyse, point de vue, débat, mais surtout appréciation de cette réalité sur ce plateau ce matin. Karine Sontia, nous commençons avec vous justement. Pouvez-vous justement nous dire quelle appréciation vous faites de ce grand dialogue national 1 an après aujourd'hui? Alors, je vais m'intéresser plus à ce qui se passait au Cameroun avant notamment la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que c'est notamment cette crise-là qui a poussé à ce que le gouvernement décide d'organiser un grand dialogue national. Avant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, plusieurs entreprises camerounaises avaient été supprimées depuis 1991. On peut citer parmi la SOTUC, la Société des transports urbains du Cameroun, qui a été supprimée en 1995. On peut citer la Caisse d'épargne postale, on peut citer la CAPME, on peut citer l'ONPD, l'ONCPB, on peut citer même la Régie Fercam, on peut citer tellement d'entreprises qui ont été supprimées, renvoyant les Camerounais dans le chômage. Et ce n'était pas juste les Camerounais du côté francophone, c'était les Camerounais à la fois des régions en crise, du nord-ouest et du sud-ouest, et les Camerounais du côté francophone. On est bien au cœur des années 80-90. Voilà. Avant que la crise ne s'accentue et ne devienne aussi violente, il y avait des problèmes que le Cameroun connaissait déjà. Il y avait un tribalisme qui était sous-jacent, mais qui n'était pas encore exprimé dans les grandes tribunes, dans les grands espaces de communication. Il y avait que l'agriculture du Cameroun connaissait d'énormes difficultés entre la promotion de la consommation des produits importés et la léthargie des produits sur le Cameroun. Il y avait que les forêts du Cameroun étaient abusivement exploitées par des personnes qui ne prônaient pas le développement des localités dans lesquelles se trouvaient ces forêts, qui le font toujours. Il y avait que l'aviation du Cameroun connaissait notamment un balbutiement du fait notamment du déclin prééminent notamment de l'entreprise Camerco. Il y avait que l'extrême nord du Cameroun connaissait une avancée du désert et donc l'agriculture commençait à être délicate. Il y avait que, avant le grand dialogue national, il y a la guerre contre Boko Haram qui jusqu'aujourd'hui n'est pas terminée. Ça veut dire que lorsqu'on essaie d'établir tout cela, on se rend compte que entre 2009 et 2016, 2316 entreprises camerounaises ont fermé les portes sur 6458 entreprises. Ce qui veut dire que, en fait, le grand dialogue national est venu dans une situation où tout était dans le chaos. Et donc, il fallait qu'il y ait des décisions qui soient prises à l'immédiat et que l'implémentation de ces décisions-là soit immédiate et que certaines décisions maintenant se fassent progressivement. Alors, peut-être vous êtes dans les formes empiriques, justement, de ce grand dialogue national aujourd'hui, parce que les problèmes qui ont été maillés et qui ont conduit justement à ce grand dialogue national, mais il faut quand même revenir, dire que à ces données, on a eu
les revendications corporatistes, y compris les revendications des enseignants qui ont conduit justement à la crise qui s'est enlisée et a conduit les régions en crise où nous en sommes aujourd'hui. Il y a que les avocats et les enseignants réclamaient une certaine, un espace un peu plus large de l'exercice de leurs actions sur le terrain, parce qu'ils se rendaient compte particulièrement que lorsqu'ils étaient dans des juridictions et qu'ils avaient affaire par exemple à un magistrat qui était francophone, ils avaient du mal à communiquer avec ce magistrat francophone. Et c'était pareil dans le côté éducatif. Il y a eu que, avant même que la crise ne s'enlise, il y a eu les revendications des étudiants de l'université de Buea qui ont été maltraités, qui ont été brutalisés, certains même arrêtés par des militaires, justement avec celle qui est aujourd'hui notre ministre des enseignements secondaires. Donc il y a eu un ensemble de choses qui prévoyaient, qui préparaient le Cameroun à une certaine crise. Elle pouvait venir de partout, mais le Cameroun n'a pas su prévenir. Et justement, à cette question, cette réalité que vous nourrissiez ce matin, Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on doit y ajouter? Moi, je suis en plein dans le grand dialogue national parce que, oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu voilà, des résultats attendus un an après? Il y a eu des résolutions, entre guillemets. On vous écoute. Et M. Mbachou l'a mentionné, il y a eu plusieurs commissions durant ce grand dialogue qui travaillaient sur des aspects différents. Il y avait le système éducatif qu'il fallait revoir, avec notamment le rattrapage des élèves qui n'ont pas été à l'école durant toutes ces années-là. Malheureusement, il a fallu aujourd'hui que les groupes séparatistes disent oui pour que les enfants puissent aller à l'école. Pourtant, il y a un an, on nous annonçait qu'il fallait faire des rattrapages pour ces enfants-là. Donc, à ce niveau déjà, c'est un échec cuisant. Ça n'a servi à rien. Deux, on va à côté de ça, même il y a eu, avant la crise, on était à 6000 écoles. Et pendant la crise, on s'est retrouvé à moins de 100 écoles parce qu'il y en a qui ont été incendiées, d'autres ont été complètement abandonnées. On n'a plus d'école de ce côté-là. Donc, avec ces enfants qui retournent à l'école, il va falloir voir dans quelle mesure ils vont aller effectivement en classe. Il faut des salles de classe de ce côté-là. À côté de ça, on a travaillé également pendant, entre le 30 septembre et le 4 octobre sur les réfugiés, le retour des réfugiés et l'amnistie comme gage de réussite. Est-ce qu'on a eu des gens qui sont venus à Douala, qui sont allés dans la région de l'Ouest, par exemple, qui sont rentrés? Non. Comment est-ce qu'on les a encadrés à Douala, par exemple? Ce qu'on sait juste de ces réfugiés, c'est que malgré le grand dialogue national, ces jeunes filles continuent de se prostituer à Douala. Pour le cas qu'on connaît tous, rien n'a changé. D'autres sont toujours dans les forêts. Je crois que sur les réseaux sociaux, hier, on présentait un bébé qu'on a retrouvé en brousse, qu'une femme aurait donné naissance. Dire qu'il y a de nombreux déplacements internes comme externes. Oui, et en externe également. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été mises sur pied après ce dialogue pour ces personnes-là? Rien du tout, du moins rien qu'on nous ait communiqué. Encore, on a le fonds de reconstruction. À ce niveau, on sait déjà quel est le budget. On a vu pendant quelques temps sur le terrain, M. Tasson et ses équipes annoncer qu'il y aurait une reconstruction et on sait déjà combien ça a coûté. Regardez un peu comment ça se passe. On n'évalue pas comment c'est possible pour que les enfants rentrent, mais on vous dit qu'il faut 90 milliards pour reconstruire le Nozo. Qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Juste, on sait quelle est la grosse facture et ce que ça va impliquer comme mesure. On a parlé de développement agricole, également comme autre mesure de reconstruction du Nozo. Il y avait également la question sur la diaspora, avec la double nationalité, qui jusqu'ici, il n'y a pas eu de suite. Bon, on vous dira quand même qu'il y a des aménagements qui sont faits entre-temps, Dominique Audrey. Lesquels? En ce qui concerne la diaspora. Lorsque vous avez un nom compliqué, on vous arrête à l'aéroport, par exemple. Très bien. Vous vous souvenez du monsieur? Peut-être. Vous vous en souvenez ou pas? Donc, le grand dialogue national, de façon ramassée, grosso modo, c'était l'absence du président de la République, c'était l'absence du camp sécessionniste, c'était également de la précipitation dans l'organisation. Vous ne pouvez pas prendre un problème comme celui-là et vous décidez de le résorber en vous organisant en 11 jours, vous demandez aux gens de venir vous donner ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils pensent qu'on peut améliorer. À quel moment on a lu le problème qui ont été déposés par les personnes qui venaient de l'Est, qui venaient du Nord, ou bien sur le plan Pour vous, le religieux. groupe Dialogue National pouvait prendre combien de temps? Longtemps. Suffisamment longtemps parce qu'il fallait d'abord préparer. Une année de dialogue, une année de compréhension, une année de
préparation pour rendre public les décisions? Avec les petits dialogues d'abord. Pas pour rendre public les décisions. On prend d'abord le temps d'aller sur le terrain et prendre les doléances. Et maintenant, on demande aux gens de désigner des personnes à même de venir représenter, puisqu'on ne va pas prendre tout mon village pour amener là-bas. Et maintenant, lorsqu'on a fait ce petit travail-là, on s'assoit et on fait effectivement une sorte de débat télévisé où chacun parle véritablement. On a parlé du camp de désarmement et tout. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Le DDR. Oui, le DDR. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Où est-ce qu'on les a réinsérés? Parce qu'on a parlé de réinsertion sociale. On n'en connaît pas. Ou bien on nous dira qu'ils sont protégés pour ne pas subir des représailles. Et je termine par la fameuse décentralisation dont on parle avec, vous savez, ce qu'on nous a annoncé. Oui, on ne nous brandit que ça, décentralisation. Moi, j'aimerais bien comprendre en quoi ça consiste, mais ce qui est sûr, le dialogue national, c'était plus les factures. Je crois qu'on devrait faire l'inventaire de ce grand dialogue national en chiffres plutôt. Très bien, Dominique Audrey, mais on vous dira justement qu'en ce qui concerne la décentralisation aujourd'hui, le gouvernement camerounais vous dira qu'on est en chemin dans l'implémentation justement de cette décentralisation avec les régionales à venir pour le 6 décembre prochain. Madame, Messieurs, mais surtout, on va quand même se poser une question fondamentale. Bon, Bengan, au-delà du problème de fond posé ici par les Nations Unies qui, dans le partage des différentes, on va dire, des territoires en Afrique, comme c'était le cas entre la Grande-Bretagne et la France, et au-delà justement des manipulations indépendantistes, où en réalité, en donnant la possibilité aux Africains, aux Camerounais de s'asseoir entre eux et de repenser leur avenir, est-ce qu'on ne dira pas que ce grand dialogue national, c'était comme Charles Amel Bachom l'a dit ici, une vraie poudre de perlimpinpin, saupoudrage, et sans consistance, on en sort vide aujourd'hui, un an après? Tout à fait, et c'était connu, c'était prévisible. Après le développement de Karine et de Audrey, c'était prévisible. Et d'abord, j'aimerais vous corriger un peu. En fait, quand je dis vous, ce n'est pas vous particulièrement, j'entends ça. Les Nations Unies, question de fond. Les Nations Unies, justement, ont évité les questions de fond. Ils ont apporté les questions d'intérêt. Les Cameroun ont besoin d'avoir une cause commune pour lutter. Et les Nations Unies veillent à ce qu'on reste au niveau des intérêts. Et c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui amène le chef de l'État à faire un fourre-tout. Au niveau des intérêts pour les Camerounais ou pour on va dire, les belligérants, ou bien pour la communauté internationale? Pour les Camerounais. Mais de quel intérêt parle-t-on? Mais l'intérêt matériel, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un qui gère le comptoir colonial, il va prendre les élites ici et ça, et en bas on vous dit tribalisme et ainsi de suite. Voilà comment c'était un échec. Les anglophones posent un problème qui est réel, qui est lié à l'histoire du Cameroun. On vous dit non, même au nord il y a des problèmes, le littoral a des problèmes, le sud et tout. Alors que quelqu'un vous a dit qu'il va décentraliser le pays depuis janvier 1996, il ne le fait pas, il veut lier. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas parvenir à une cause commune comme ça. J'aime citer l'un théologien de la libération. Il avait d'ailleurs été évêque catholique romain, Dom Elder Camara. C'est lui qui est l'un des chars de la révolution en Amérique latine. Il disait, je le cite, lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Alors que lorsqu'on rêve en plusieurs, c'est déjà une réalité. Donc, l'utopie partagée est le ressort de l'histoire. Fin de citation. Donc, c'est ça qu'on appelle cause commune. Nous pouvons prendre des engagements avec les leaders sécessionnistes anglophones en disant, voilà ce que nous avons constaté. Tout le monde, on se met en route par rapport à ça. C'est ce qu'on attendait du président Paul Biya, du régime. Qu'elle dit dans le dialogue national. Et regardez comment le président lui-même a répondu en vous disant que, en fait, ce dialogue-là ne sert à rien. Il vous dit, j'ai compris, il y a certaines résolutions que je pourrais voir maintenant comment ça va faire, et d'autres, je pourrais voir avec les moyens que je disposerai leur applicabilité. Vous voyez, ça revient à ce que Karine développait là tout à l'heure. Ce n'est pas à Yaoundé, dernièrement, dans ce dialogue qu'on a fermé la SOTUC. Il savait bien, parce que lui, il a fermé la SOTUC le lendemain de son discours, il a annoncé le bout du tunnel. Il a annoncé le but du tunnel le 1er juin 1995. Le lendemain, 2 juin à 5h30, les ouvriers, les employés de SOTUC venaient, ils ont vu les affiches, SOTUC n'existait plus. Voilà, est-ce qu'il faut organiser un dialogue national pour ça?
les anglophones ont un problème spécifique de Dominique Audrey-Abidonale. Jusqu'aujourd'hui, le SDF a été appelé pour donner un contenu à ce que le dialogue national a appelé, comment vous appelez ça, quoi spécifique, ils ont appelé un nom là. Statut spécial. Voilà, statut spécial. Vous sortez du dialogue national et vous ne parvenez pas à mettre un contenu dans ce que vous appelez statut spécial. On va encore se réunir là pendant 10 ans. Voilà comment la perte de temps. Non, sérieusement, la France joue ses intérêts au Cameroun. Il faut dire les choses comme elles sont. Comment en sortir donc? Non, comment en sortir? Il faudrait qu'on cible l'ennemi commun qui est la France. Mais puisqu'on le connaît, qu'est-ce qu'on fait? Mais on se bat pour les Oumnobé, comment les Oumnobé faisaient. C'est-à-dire, on réunit le Cameroun autour d'une cause commune en leur disant que les accords de coopération que nous avons, pourquoi quand le président de la République veut sortir, c'est parce qu'il a reçu l'ambassadeur de France. Il vient, voilà, nous avons des gestes. Alors, vous parlez de réunir. Qui va réunir Bonbon Bengal? C'est lui qui... Sachant qu'on a quelqu'un qui est là qui est en train de perpétuer le colonial, le comptoir colonial. Qui va réunir justement ces Camerounais pour parler de cette cause commune? Pour le moment, nous avons deux options. Il y a le CPP et le MRC qui ne sont pas dans les institutions. Ils peuvent commencer à regrouper. Il y a des partis qui sont au sein des institutions. On les observe. Le PCRN et le SDF notamment, parce que les autres, on connaît. S'ils lâchent le combat, on dira que les partis représentés au sein des institutions ne veulent pas continuer le combat. On va avec ceux qui ne sont pas au sein des institutions et le peuple qui est la référence va donner donc des orientations. C'est comme ça que ça se fait. On se devra également de vous rappeler que vous n'avez peut-être pas les outils, vous n'avez pas le pouvoir. Si, le peuple a toujours les outils. Le peuple, la preuve aujourd'hui, lorsque les leaders sécessionnistes disent aux gens qu'il faut aller à l'école. Voilà. Et le gouvernement apprécie en disant, oui, dans les 5 prochaines années, tous ceux qui iront à l'école, nous allons les accompagner avec les fournitures scolaires. Et voilà. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un rapport de force qui commence à donner certains fruits. Mais la France qui est aux aguets, il regarde comment les choses ne doivent pas nous échapper. Un an après aujourd'hui, les Camerounais n'ont rien observé de palpable avec le grand dialogue national. Rien, j'ai dit rien, le Cameroun aujourd'hui. Sinon, on risque de passer le temps à tirer sur Kamto, à tirer sur Kawala, à tirer sur Joshua aussi. Ce n'est pas là. Cherchons une cause commune. Je répète. Le Drian est venu dire aux Camerounais, aux du milieu économique, investissez, apprêtez-vous à investir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dernièrement, le jeune Belakan il part. Il traite les séparatistes de terroristes, de tout, pour que la communauté internationale intègre. Et voilà comment, de manière, j'allais dire graduelle, on vient dire, même les Barbaretta disent aller à l'école, donc on va aller de manière graduelle à mater les populations, faisant croire qu'on a résolu un problème alors qu'on n'a pas résolu. Parce que le statut spécial est où? Même le SDF qui boycotte la prochaine, les prochaines régionales, est dans le... Et il ne nous dit même pas, Joshua aussi ne nous dit pas qu'est-ce qui est dans le statut spécial là. En tout cas, nous avons 4 régions économiquement sinistrées. Aujourd'hui, vous parlez de 4 régions. Et on ne le dit pas, personne ne le dit. Merci. L'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Merci Bonbon Bengan. Un an après, madame, monsieur, qu'est-ce qu'on a retenu du grand dialogue national? Parlons-en en vous lisant tout à l'heure sur notre antenne, après la pause. Bon retour, madame, messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à vous. 10-12, le Zénith, à l'instant, sur votre antenne de télévision, bien sûr. Nous sommes sur Equinox et merci aux millions de Camerounais que vous êtes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous nous regardez tous les jours à travers cette plateforme, mais surtout sur YouTube, pour ceux qui nous regardent aussi très tard le soir. Merci à vous. Et pour ceux qui nous regardent en ce moment sur Facebook, toutes ces plateformes de communication vous permettent de rester en contact avec la chaîne du peuple, madame, messieurs. Nous parlions tout à l'heure du grand dialogue national. Quelle appréciation pouvez-vous en faire aujourd'hui, un an après? Quel regard vous y jetez? Croyez-vous véritablement qu'après un an, on peut dire que le grand dialogue national a été productif pour le Cameroun, y compris dans le cadre de la résolution de la crise anglophone qui, depuis 4 ans, accourt dans les régions du nord et du sud-est du Cameroun? Mais surtout, pouvons-nous dire
aujourd'hui que les résolutions ont été véritablement restituées et appliquées au niveau du Cameroun. Peut-être pour mieux comprendre cela, dans une belle appréciation, Charles Amem Bachou, pour en finir véritablement, quelle appréciation, quels sont les points positifs et négatifs aujourd'hui de ce GDN? Alors, je préfère les points négatifs, M. Michel Ngachou, que les points positifs, parce que il y en a. Parler des points, quand nous sommes sous le règne de la roubladise, le roubla, il ne joue que sur des actions ponctuelles. Vous voyez, quand la pression internationale commence à peser sur le Cameroun, on parle de corridors humanitaires, on dit comment faire pour que les gars là se désintéressent de nous. On trouve une autre astuce, on fait l'annonce, on pompe. Bon, la communauté dit ok, c'est vrai, ils sont en train de voir, attendons voir, on baisse. Après on dit non, ça ne va pas, recrudescence des crimes, il faut vraiment qu'ils se parlent. La pression de la communauté intervient encore, on frappe. On dit organisation d'un grand dialogue national. Monsieur Michel Ngachou, je tiens à préciser qu'il y a eu 3 descentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. La première était conduite par le ministre Philémon Yang. La deuxième était conduite par, comment vous l'avez appelé? Jean Famendongo. Non. Jean Famendongo n'est jamais allé là-bas, monsieur Michel Ngachou. Il ne faut pas le citer dans cette affaire. On va parler de Peter Mafani Moussonguer, qui lui était dans le sud-ouest. Et dans le nord-ouest, on avait Yang Philémon, qui est reparti encore. Ils ont encore discuté, porte par porte, avec les mécaniciens, les BAM, Il y a une autre commission qui était pilotée par un ancien ministre, Mbobok, celui-là qui avait démissionné, Garga Aman, qui a été l'envoyé spécial du chef de l'État. Il est descendu lui-même sur le terrain pour toucher. Les multiples résolutions et rapports n'ont jamais été donnés à qui de droit. Peter Mafani Moussonga avait refusé de donner à Philémon Yang pour jonction. Chacun a commencé à jouer le jeu. Ils ont refusé personnellement. Donc, partant déjà de là, si cette première forme... C'est très grave ce que vous dites. C'est vrai. C'est ce que nous racontons. Si cette première forme n'avait pas pu être consolidée pour réharmonisation, M. Michel Ngachou, on savait déjà que là où combien de fois le grand dialogue national, il devait avoir un échec patent et cuisant. Premier point. Deuxième chose, M. Michel Ngachou, lorsque dans une chefferie il y a un problème, on organise les discussions par branche. Pas aligné. On commence par dire la lignée du premier roi, la lignée du deuxième, du troisième. Les réunions commencent à se tenir à huis clos. Les rapports sont présentés en Assemblée générale pour adoption d'une résolution et de conclusion finale. Monsieur Michel Ngachou, les réalités du Sud ne sont pas les mêmes que ceux de l'Ouest. Les problèmes du littoral ne sont pas les mêmes, monsieur Michel Ngachou, que ceux du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Il aurait été bon que toutes les différentes régions organisent leur dialogue régional. Et que la confrontation avec les délégations ou les différents délégués s'organise à Yaoundé pour ce qu'on appelle, pour la présentation. Nous, du littoral, on pense ceci, on a vu ça dans le principe de décentralisation. Nous proposons ceci. Mais au contraire. Mais on vous dira que justement, il y a eu des rencontres avec les différents gouverneurs. Monsieur Michel Ngachou, nous avons des gens qui sont allés déposer 4 tomes. Vous pensez que le Premier ministre a lu ça? Vous avez des gens qui arrivent avec des bibliothèques complètes. On est parti donner nos conclusions, nos propositions. Il devait lire ça, M. Michel Ngachou, à combien de jours? Mais quand même, c'est quand même étonnant que du 10 février, du 10 septembre, après le discours, on vous raconte que 20 jours après, on a organisé M. Michel Ngachou. On a pris le temps de consulter comment travailler. Vous vous rendez compte que la précipitation démontrait déjà qu'il y avait une grosse pression. Dans les conclusions, je vous le dis, les conclusions du grand dialogue national avaient été écrites avant même le grand dialogue national. Il était juste question de passer tout le temps à réfléchir, discuter, déjeuner, manger, boire, prendre les perdièmes et attendre la lecture finale. La preuve, vous allez vous rendre compte que plein de commissions, il y a eu des personnes où on a dit, vous ne traitez pas de la forme de l'État. Stop! On appelle ça grand dialogue national et on arrive en demandant aux gens, voilà comment vos yeux doivent regarder. Monsieur Michel, vous vous rendez compte que là, c'était véritablement biaisé
Beaucoup sont restés là plus parce qu'ils devaient prendre 1 million par jour. Parce que je tiens à vous préciser que beaucoup là, c'était de l'argent qui coulait, 1 million par jour. C'est différents per diem. Beaucoup, cela leur a permis d'avoir une santé financière, ce qui coulait. Donc, vous vous rendez compte Même de là. Même si aujourd'hui, beaucoup de médias se plaignent encore de n'avoir pas reçu leur argent de ce projet. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion. Ce n'était qu'une parenthèse. Non, monsieur Michel, ça ne nous profitera à rien de rentrer dans ces différents débats. L'autre chose, précisons-le, monsieur Michel Gatou, il était question de prendre des mesures spécifiques pour assurer l'égalité du français et de l'anglais dans tous les aspects de la vie nationale. Jusqu'aujourd'hui, les discours du chef de l'État sont traduits. Lui-même ne s'exprime pas en anglais. Jusqu'aujourd'hui, les discours du chef de l'État sont traduits. Et de nombreux discours continuent d'être traduits. On s'attendait à ce qu'il y ait égalité. Vous vous rendez compte que dans certains ministères, on est allé aujourd'hui de choisir une journée. Dans certains ministères, c'est le mardi. Dans d'autres, c'est le jeudi, où on dit que vous ne causez que l'anglais. Mais quand vous montez, vous entendez bonjour. La commission a fait les bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Quand on voit deux personnes qui vont dire si ou next, c'est le camp franglais qui est utilisé même par de nombreux ministres, monsieur Michel Gatou, qui cause le pitine. Excusez-moi que je vous le dise, mais cette journée qu'on a créée, c'était pour les beaux yeux des uns et des autres. Il était question d'une amnistie générale pour favoriser le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Que font encore les CCU à Yuktabe en prison? Que font encore tous ces autres prisonniers en prison? Il était question, monsieur Michel Gatou, c'est le truc de la crise anglophone, il était question qu'une amnistie générale soit prononcée pour le retour à la paix. Quelqu'un m'a expliqué que non, l'État donne à dose homéopathique. Comme on a décidé ça, on libère 333. On attend encore, on retient les autres. Vous aussi, donnez-nous quelque chose. On voit comment on va libérer. Voilà comment on est en train de discuter et d'aller. On ne fait que véritablement s'enfoncer. Il y a eu la question de la réforme du code de nationalité pour l'adoption de la double nationalité, monsieur Michel Gatou, ou des nationalités multiples. Vous vous rendez compte que Joseph Antoine Bell vient d'être frappé encore, réellement, pour double nationalité. Il n'a pas pu. Il est pas seulement pour les régionaux, on l'a frappé à dose homéopathique, ceux qui se retrouvent avec la double nationalité. Pourtant, disons-le, ça saurait aider. Le principe de la diaspora, monsieur Michel Gatou, avant les marches avant les marches du 22 septembre, et on le courage, je l'ai dit, tous ceux qui sont arrivés avant, ils étaient systématiquement scannés à l'aéroport parce qu'on disait qu'ils venaient soit aider le MRC, parce qu'ils venaient soit financer le MRC. On était mis à côté, d'autres étaient interpellés, incarcérés même. On leur demandait d'appeler leur famille, les bagages. Donc vous vous rendez compte qu'on dit une chose, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Je ne veux même pas attaquer la question de la décentralisation, parce que là encore, c'est une belle poudre de pépin. On vous donne la chèvre, on a bien envie de se demander à quoi servit cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme aujourd'hui. Elle travaille. Voilà. Elle travaille de 22h à 6h. Donc, merci à vous, Charles Badiou. La colère exprimée ce matin, et la colère est en direction des Camerounais qui regardent ce pays et qui pensent chaque jour qu'il faut le reconstruire. Comment le reconstruire? Avec qui allons-nous le reconstruire? Au moment où nous le disons encore, le professeur Maurice Kamto reste toujours en résidence surveillée depuis 2 semaines aujourd'hui. Pourquoi choisir d'empêcher ce citoyen camerounais de vaquer véritablement? Il a aussi connu. Hein, ben écoutez, mais quel est donc l'objectif justement de le faire? Est-ce qu'en le faisant véritablement aujourd'hui, on arrivera à museler le professeur Maurice Kamto? Arrivera-t-on à museler, je veux dire, ceux avec qui il travaille au quotidien, et à ne pas permettre à une France de Camerounais d'exprimer leur point de vue quant à l'évolution du Cameroun? Le Cameroun appartiendrait-il à une caste de personnes et pas à d'autres? Et alors que nous parlons bien sûr d'un pays où tout est censé se faire dans la généralité et où on a besoin de chaque Camerounais, quel que soit le bord, pour le construire. Doit-on le libérer ou pas? En tout cas, on va prendre vos nombreuses réactions sur les questions qui ont été évoquées ce matin. Karine Santia, nous vous écoutons avec les messages. Socologie Adrien qui dit que nous constatons que le grand dialogue était l'assemblée extraordinaire du RDPC, mais une chose est sûre, si on t'explique le Cameroun et que tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Marie-Claude, décentralisation, depuis que je suis à l'école primaire, on parle de décentralisation, un peu comme la suppression du probatoire. Un autre message, c'est qui nous tue au Cameroun? On parle beaucoup de Dieu, mais dans votre Bible, c'est écrit « Aide-toi, le ciel t'aidera ».
trop de problèmes, unissons nos forces pour les résoudre. Évitons la division et combattons le tribalisme. Écoutons tout le monde. Béatrice José. Non, si tu peux, mais comment on peut combattre le tribalisme dans cet élan? Revenons dans la gestion du dialogue national. Le gouvernement, comment on l'appelait, le Premier ministre, John Bouté, Oui. Voilà comment il a compartimenté. Fadil Bayero, il est militant, il est même président de la commission RDPC dans le littoral, mais on l'envoie au nord. Pierre Flambon-Gayab. Fait qu'au nord. Mais pour préparer le grand dialogue, comme des sortissants du Nord. Oui. Or, il milite dans le RDPC, Dans le littoral. Ngaye, même Pierre Flambon-Gayab, qui est sénateur nommé, directeur du littoral, le UNDP nommé par le président de la République, on lui dit va à l'ouest. Le président de la chambre de commerce, Eken, qui est ici, Christophe Eken, on lui dit va à l'ouest. Qu'est-ce qu'on a fait de Jean Queté? Et Siantou, à Yaoundé, on lui dit va à l'ouest. Non, écoutez, en fait, on a procédé comme ça à j'allais dire, à une répartition géographique des gens. Non, à une répartition ethnique. À une répartition, oui, ethnique des gens. Donc, c'est-à-dire que le grand dialogue, c'est beaucoup plus travailler dans les ethnies, dans les regroupements, dans les communautés. Voilà, comment c'est fait? Mais ce n'était même pas. En fait, on veut, comment je vais dire ça? On fait du n'importe quoi, de la tromperie. On vous dit par exemple, l'Ouest veut quoi? Dans l'Ouest veut quoi? Si on souhaite que le gouverneur de la région de l'Ouest est là, il reste avec les forces vives. Qu'est-ce qu'il lui a dit que les opérateurs économiques qui ne sont pas originaires de l'Ouest, qui sont à l'Ouest actuellement, ne peuvent pas lui apporter des solutions. Comment donc les Fadil, les Ngayab qui sont ici, Christophe Eken, ne peuvent pas autour du gouverneur du littoral, avec les Douala Bel, les Lembi Lobe et tout ce que vous voulez, les Sambaka, réfléchir pour voir. Est-ce que vous ne pensez pas, qu'il y a même le problème même de la cause? Je veux dire que même il y a ce projet que les Camerounais ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. Non, justement, c'est fait exprès. La cause commune. Oui, il n'y en a pas. On ne veut justement pas qu'il y ait une cause commune. On ne veut pas qu'il y ait une cause commune. C'est pour cette raison que vous ne savez pas ce que veut dire le régionalisme, ce que veut dire le communautarisme. Vous ne pouvez pas savoir. Vous allez voir, je prends un cas d'une association qui doit être nationale, la DEC, l'Association de défense des droits des étudiants. Comment on tue la DEC? Pour que les étudiants n'aient pas une cause nationale à gérer. On dit Association des étudiants de Grand Sawa, Association des étudiants de Grand Ouest, Association... Voilà, ça commence à préparer les esprits comme ça. De telle manière que ce jeune homme qui va, ou cette jeune fille qui va s'engager dans la politique demain, on a commencé à le préparer pour sa région et non pour la cause commune. Voilà comment ça se cultive. C'est pour ça que Ngayab vient faire quoi là-bas? C'est un sénateur du littoral. Mais on le met dans la délégation de l'Ouest et vice-versa. Vous avez vu des cheminements comme ça, ce n'est pas bon. Karine Sontier, le message. C'est très grave, Maman Bengal. Notre message, Dieu aide-nous. Wow. Laissez Dieu, il ne vous a pas dit qu'il va organiser une assemblée générale des saints au ciel. Si gouverner, c'est prévoir, ça veut dire que la descente aux enfers du pays fut programmée bien avant. Absolument. Un autre message, le grand dialogue national nous a servi un enfant prématuré, comme au passé la tripartite nous avait servi un sourd-muet. On va toujours organiser des grands dialogues nationaux sans appliquer les recommandations. Ça ne sert à rien au pays, mais oui, les participants ont fait le tourisme et ont reçu des enveloppes. Mais ça veut dire justement, Charles Membachou, tout à l'heure, on le disait, qu'il faudrait que les partis politiques du moment devraient s'asseoir, repenser à leur niveau un dialogue national. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est une possibilité qui peut aider les Camerounais à se remettre? Monsieur Michel Ngachou, la lecture des événements de ces derniers jours vous fait comprendre que le Cameroun a des partis politiques?
Oui, le commandement des partis politiques. La lecture des événements, récents. Effectivement. Oui. Si on a des partis politiques qu'on veut museler, ça suppose qu'on a des partis politiques. Museler ou bien satelliser? Non, il y a des vassalisés. Bon, si vous voulez, il y a un parti politique qui fait tout pour être muselé aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que dans le sérail, on est en train de penser déjà à la mise à l'écart de ce parti politique. Monsieur Michel Ngatou, il faut à un moment donné interroger les faits, interroger les acteurs et interroger M. Michel Ngatou l'histoire. Lorsqu'on observe, puisque vous parlez aujourd'hui des partis de l'opposition, lorsqu'on observe, rappelez-vous que 2 semaines avant les marches, vous avez vu ces mêmes partis politiques sur les plateaux de télévision insulter, mépriser, crier. Il y a même certains partis politiques qui ont fait la surprise, M. Michel Ngatou, à travers des propos qu'ils ont tenus à l'endroit du MRC. Mais après, regardez bien, après qu'il y a eu arrestation, qu'il y a eu séquestration, les mêmes partis politiques reviennent, oubliant ce qu'ils ont dit hier, oubliant les propos qu'ils ont tenus en disant non, la séquestration, non, on ne devrait pas faire ci. Vous vous rendez compte que on est en train de se rendre compte à l'évidence que chacun joue sa danse. Permettez-moi l'expression, chacun est dans une danse, fut-elle Bafia, fut-elle, comment on va dire, Pygmée, chacun est en train de jouer une danse, et cette danse qui est en train d'être néfaste et négative pour le Cameroun, donc, parce que la seule chose... Impossible d'avoir un grand dialogue national, un réel dialogue national, impossible. Monsieur Michel organisé par les Camerounais eux-mêmes, impossible. Monsieur Michel Ngatou, je dis qu'il y a des acteurs, ce n'est pas forcément les partis politiques qui vont définir comment devrait se gérer la région du littoral. Mon problème, ce n'est pas seulement les acteurs politiques. Il y a des regroupements de la société civile. Vous avez les syndicats. Ils sont nombreux qu'on devrait associer à la gestion. On peut même mettre les partis politiques de côté. Très bien. On peut mettre les partis politiques de côté et dire, ok, nous allons avec les acteurs de la société civile, les représentants des Bensikineurs, des Bayamselan. On prend tous ces composantes qui viennent s'asseoir et venir dire, l'école boxeuse. On ressort l'école boxeuse. Elles ont des mots. Toutes les strates sociales. Toutes les strates sociales pourront dire un mot. C'est pas forcément. Depuis combien d'années on attend la résolution, le changement par les différents partis politiques? C'est arrivé un jour? Merci beaucoup, Charles. Karim. Ces histoires de mariage-là, c'est la chance, je vous jure. Il y a des fois où on est vraiment perdu, voire égaré dans le mariage, vu les difficultés quotidiennes. Quand l'homme est bon, la femme est mauvaise. Quand la femme est bonne, l'homme est méchant. Pardon, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore mariés de prier beaucoup afin que Dieu vous donne vos conjoints. Et à ceux qui sont déjà mariés, être trop fort. Surtout que chacun fait son devoir, que chacun fasse son devoir. Le mariage, c'est la chance, Dominique Audrey? Oui. En partie ou bien? On peut dire ça. On peut dire, je crois que ça dépend des sensibilités, de la compréhension de chacun. Mais je reste, et tout le jour je le dis ici, on peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas l'idéal qu'on voudrait avoir, mais on peut façonner son partenaire. Il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'endurance pour amener une femme qui a l'habitude de se balader à rester à la maison et pour amener un homme qui a des compagnies un peu bizarres à commencer à changer. Vous commencez par l'étouffer. Vous l'étouffez, vous l'occupez et de moins en moins, il va sortir. En tout cas, c'est des solutions de femmes, Charles Hamel. Vous voulez prononcer cette question? Monsieur Michel Ngatou, que les femmes arrêtent justement ça. Quoi ça? On est en train de faire du mariage un jambo. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire du mariage. C'est un homme qui fait. Je dis, on est en train de faire du mariage un jambo. Que ce soit un homme ou quoi, c'est un jambo. Monsieur Michel Ngatou, écoutez. Vous ne vous mariez pas pour souffrir. On se marie pour être heureux. Vous concevez quoi? Dès les premiers jours, Monsieur Michel Ngatou, dès les premiers jours, il y a des expressions. Vous avez des hommes qui rencontrent des femmes, ils ne s'intéressent qu'aux qualités. Les qualités, on ne peut que les aimer. Ouais. Apprenez à connaître les défauts. Vous ne cherchez pas à connaître les défauts. Tu as le téléphone, tu aimes quoi? Tu n'aimes pas quoi? Ah, j'aime les héros. Tu n'aimes pas manger quoi? Tu n'aimes pas manger ceci. Ah, je connais. Voici la femme que je vais épouser. Non, Monsieur Michel Ngatou. La deuxième chose, c'est très important. Les gens s'arrêtent au détail. Les gens s'arrêtent au détail. Il faut à des moments pénétrer dans le mariage. Vous avez une femme, vous êtes en train de vivre avec elle, elle ne sait pas laver les habits. Elle ne parvient pas laver vos habits. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle vous fait bien l'amour, vous dites que non, vous devez l'épouser. Ma femme est belle, tout le monde apprécie. Demain, lorsqu'un matin vous voulez sortir, vous vous rendez compte que la vie que vous avez attaché là, c'est au sale. Vous commencez à parler que c'est même qui que j'ai épousé. C'est vous, c'est votre faute. Très bien. Donc il faudrait que les hommes arrêtent. Et les femmes arrêtent de dire que c'est le jambo. Non. Qu'est-ce qu'on fait quand on est on est entremêlé? Qu'est-ce qu'on fait? On apprend. Voilà. Même dans le mariage, on apprend. Il faut avoir une cause commune. On vous le dit depuis au moins 4 ans.
quel est le bonheur qu'on recherche dans le mariage. Oui. C'est là comme ça qu'on construit une cause commune. Ce n'est pas qu'on dit qu'il y a deux ventres, chacun réfléchit de son côté, chacun reste dans son couloir, ce n'est pas le mariage. C'est justement ça qui a abouti en Europe à ce qu'on appelle contrat. Là-bas, on ne parle plus de femme, on parle d'épouse. Ça aussi, vous ne le savez pas, parce que même, on est même venu changer l'identité camerounaise, épouse telle, ça c'est des conneries inimaginables. Et justement, quand on vous dit qu'on vous façonne l'esprit, vous ne le comprenez pas. Le mariage, cher ami, je l'ai dit ici, on ne cache pas ses griffes. Jamais. On ne cache pas ses griffes. Jamais. Donc, si vous êtes un homme infidèle, dites-le à votre femme Vous de dites, départ. et elle va savoir. Je suis un homme qui... Elle Elle le sait. Hein? On ne Les cache pas. les femmes savent. Bon, Pour les et maintenant- maris infidèles, elles savent. Eh bien, maintenant, pour les femmes Mais infidèles, attendez. qu'est-ce qu'on fait? Non. Elle prendra assez de courage pour vous dire qu'elle est infidèle. Il dit même, il Hein? dit à son fiancé, quand ils sont encore fiancés, Que comme tu vois là, moi, j'aime les hommes. Moi, je me rassasie pas vite. Bon, je me rassasie pas vite. Bon, le gars Voilà. comprendra que ici, bon, il va donc entrer dans le logiciel Bantou qui dit, bon, Il doit... comme on dit là qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa Je femme. fais comment? Je fais Non, comment? mais je deviens plus performant. Voilà. Il cherchait donc à voir chez sa mère quels sont les condiments que tu mettais là pour que papa, voilà. Il y a ça. Maintenant, en disant à sa mère, mais chérie, toi aussi laisse, bon, voilà. C'est comme ça, ça s'apprend. Très bien. Ça s'apprend. Mais vous savez que Et quand en réalité, dans le mariage, qu'est-ce qu'on supporte? C'est le mauvais côté qu'on supporte. supporte. Et pour quand vous cachez donc Voilà. vos défauts, le jour où vous allez penser voler votre idylle, les défauts commencent à Ça sortir. sortit, Vous avez voilà. l'impression de tout regretter. Voilà. Voilà. C'est ça. Oh, ce n'est pas bon. Alors, merci à vous, Mbon Bengal. On espère que les nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin, les Africains qui nous regardent également ce matin, je vous en prie, nous saluons C'est Dominique qui tous nous a- ceux qui nous regardent. Nous saluons tous ceux qui nous regardent ce matin au Gabon, parce qu'il y a une forte communauté camerounaise qui nous regarde du Gabon et qui nous salue tous les jours là-bas. La Guinée équatoriale également, le Tchad. Nous vous saluons en Centrafrique, au Sénégal, au Bénin, au Togo. Vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Le Cameroun vous appartient. Le Cameroun est le nôtre en même temps. Et l'Afrique, quoi qu'il en soit, nous allons ensemble construire, bien sûr, notre continent. Et dans un instant, des messages, madame, monsieur, avant la pause. Karine Santia, nous restons accrochés comme toujours à vos lèvres. Nos dirigeants ont été à la bonne école des colons car ils savent donner des calmants au lieu de soigner le mal. Ça, c'est un message de Michael Kitoko qui répond ce matin. Grand dialogue national, grand partage du gâteau national entre copains, sans plus. Albertine Mazeux. Avant de faire les élections, où est passé le président de la République? Un autre message. Vous avez affaire à un gouvernement des médiocres, on ne va pas utiliser tous ces termes-là. Voilà les priorités. Ils sont préoccupés à encercler le domicile de Maurice Kamto. Ils ont eu une grande soirée après ce dialogue-là. Donc c'est ça, c'est Le gars, vraiment là. le bon côté. Ils ont mangé l'argent du gouvernement et du... Je comprends pas ce message, c'est vraiment pas évident. Hein. Ce qui nous tue au Cameroun, on parle beaucoup de Dieu, même dans notre Bible, mais dans notre Bible c'est écrit aide-toi, le ciel t'aidera. Combien nous coûte cette séquestration du professeur Maurice Kamto? C'est l'argent du contribuable. Hein? Qui s'en occupe aujourd'hui? C'est l'argent du contribuable. Effectivement. Par journée, ils sont plus de 200 qui sont devant chez lui. 200 en termes de frais de mission, parce que là, ils sont en mission spéciale. Les frais de mission par jour, c'est combien? Si ce n'est que 5 000 francs pour 200, ça fait combien? Ils sont là depuis 2 semaines, 2 jours. Est-ce que Calculez, c'est pas un ça vol fait organisé combien? aujourd'hui? Attention, madame, messieurs. Il faut bien comprendre au Cameroun aujourd'hui. Et nous avons pris une mission, c'est de vous servir notre antenne en vous restituant la réalité de ce pays et ce qui s'y passe entre-temps. Allez, dans un instant, nous retrouverons Consti Lamine. Mais avant, allons saluer bien sûr nos amis de l'ISPA ce matin. Knocking at the door, obtain your HND, professional bachelor, master degree in banking and finance, secretarial studies, management, and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble
Club Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-armandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Bienvenue. Ton style Amine, bonjour à vous et bienvenue sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith, votre programme. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les parents, bonjour à tous les étudiants. Et déjà félicitations à tous ceux-là qui ont réussi au GCS, qui ont reçu bien sûr au GCE. Bien entendu, c'est donc vous êtes la bienvenue du côté bien sûr de l'ISPA. Alors ce matin, nous parlons de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins. Il faut déjà rappeler à tous nos téléspectateurs que cette école supérieure fait partie d'un groupe scolaire dénommé le groupe scolaire Les Armandins, qui a en son sein une école primaire et maternelle, qui a également en son sein un lycée privé, le lycée privé Les Armandins. Et depuis pratiquement plusieurs années, le fondateur, qui est par ailleurs un éminent enseignant, a mis sur pied cette école supérieure pour pallier à tout ce qu'il y a comme problème au niveau de la qualité de l'enseignement au Cameroun. Alors aujourd'hui, c'est donc l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous les, c'est-à-dire de tous les bacheliers, de tous ceux-là qui sont titulaires d'un BTS, qui veulent poursuivre des études en cycle licence, tous ceux qui sont titulaires de HND, qui veulent poursuivre des études, c'est-à-dire des études supérieures dans de très bonnes conditions, d'aller s'inscrire dès à présent du côté de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkanan, c'est en face de l'immeuble Macabo. Nous allons ce matin rappeler, bien entendu, à tous nos téléspectateurs, à tous les parents, qu'il y a 13 filières de formation pour la section francophone et 9 filières de formation pour la section anglophone. Ceci en cours du jour et cours du soir. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, que l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins, c'est plusieurs avantages. Tout d'abord, le premier avantage, c'est un avantage très très majeur, c'est déjà la scolarité qui est à la portée de tous les étudiants. Oui, de ce côté-là, le fondateur se soucie de la jeunesse camerounaise. De ce côté-là, le fondateur se soucie, bien entendu, de la jeunesse africaine et permet à tous ceux-là qui veulent poursuivre les études, que ce soit en cycle BTS, en cycle licence professionnelle, en cycle master, en cycle HND, de s'inscrire dans de très très bonnes conditions, raison pour laquelle la scolarité du côté bien sûr de l'ISPA est très très abordable. À côté bien sûr de cette scolarité qui se veut très abordable, il y a également la qualité du matériel qu'on utilise, la qualité de nos laboratoires et bien entendu la qualité des enseignants. Oui, parce qu'à ISPA, le fondateur a mis un accent au niveau du choix des enseignants. Ce sont des enseignants qualifiés, des enseignants expérimentés et des enseignants disponibles. Raison pour laquelle je ne cesserai bien entendu de rappeler à tous les étudiants, de rappeler à tous les parents qui nous regardent en ce moment, choisir une école supérieure c'est bien, mais choisir une école supérieure présentée par le concept de Salaka de Constilamine, c'est encore mieux. Pourquoi devrait-on choisir ISPA? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je l'ai dit, nos laboratoires sont bien équipés, les enseignants sont qualifiés, c'est-à-dire le campus est doté d'une connexion Internet haut débit et nous accordons également plusieurs avantages. Nous donnons c'est-à-dire à l'étudiant une place de choix du côté bien sûr de l'ISPA. À côté bien sûr de ces avantages, nous garantissons les stages académiques à tous ceux-là qui vont s'inscrire du côté de l'ISPA. Parce que de plus en plus, on a constaté qu'il y a des étudiants qui passent le temps à chercher des stages académiques. Les étudiants payent des centaines de mille dans les écoles supérieures, mais n'ont pas la possibilité d'avoir le simple stage académique. Du côté bien sûr de l'ISPA, grâce à nos partenaires, grâce bien sûr aux entreprises qui nous accompagnent au quotidien, tous les étudiants, que ce soit les étudiants en cycle BTS, les étudiants en cycle licence, les étudiants en cycle master, les étudiants en cycle HND, bénéficient gratuitement des stages académiques. Au-delà des stages académiques, nous permettons également à tous nos étudiants de pouvoir se frotter de temps en temps avec les réalités du terrain, raison pour laquelle ces étudiants bénéficient également des stages auprès des entreprises partenaires tout au long de l'année académique. Donc il n'y a pas que les stages académiques à ISPA, il y a également des stages de perfectionnement que nous accordons à tous nos étudiants tout au long de l'année académique en cours. Et parlant de leur rentrée académique, elle est fixée pour la fin du mois d'octobre, du côté bien sûr de l'ISPA. Les inscriptions se poursuivent tous les jours de lundi à samedi,
de 7h30 à 18h30 dans notre campus situé à Yaoundé, au quartier Kamkana. C'est en face de l'immeuble Macabo. Alors, chers parents, faites le bon choix. Merci. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent la direction Merci. de ISPA et bénéficiez d'un Merci. enseignement de qualité, Merci. d'un encadrement de qualité dans une école supérieure de qualité. Nous vous remercions Consti Lamine est passé sur nous ce matin. Finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme, ISPA et à Yaoundé, Nkomkana, rue Face, immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42, WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Bien. Bon retour, madame, messieurs, merci. Après ce moment de pause marqué avec Consti Lamine, qui nous parlait encore de cet établissement, nous revenons avec les réalités également du Cameroun, surtout sur la toile, vos nombreuses réactions sur des sujets qui vous passionnent et qui nous entourent tous les jours. Karine Santia, qu'est-ce que la toile nous propose depuis, on va dire, ces 24 heures? Alors hier déjà, la toile a été surprise par un coup de tonnerre qui a pris en tout cas qui a élu domicile dans le paysage judiciaire au Cameroun. Maître Charles Tchakounté Patié, le bâtonnier, a rendu l'âme en France en matinée. L'avocat avait quitté le Cameroun il y a quelques jours suite à une évacuation sanitaire qui finalement n'aura pas permis qu'il soit toujours des nôtres ce jour. Porté à la tête du barreau du Cameroun lors de l'Assemblée générale élective de 2018 en remplacement de maître Jackson Nyekamga, connu comme un avocat humble et une personne très modérée. Il était reproché au bâtonnier son manque d'engagement politique. Une fois, il a rappelé que le barreau n'est pas un parti politique, encore moins une section du MRC, qu'il était là pour la protection et le respect des droits de tous les citoyens. Il a été notamment, durant son mandat, à la tête du barreau du Cameroun, très engagé dans le respect des droits des avocats. En septembre 2019, on se rappelle, maître Tchakounté Patié avait dénoncé les agressions perpétrées par les forces de l'ordre sur les avocats, ce qui avait donné lieu à une manifestation orientée vers la suspension du port de la robe et le boycott des tribunaux pendant 5 jours. Et le 29 juillet dernier, suite aux violences subies par des avocats, en l'occurrence maître Serge Chenjou, dans une brigade à Yaoundé, le bâtonnier avait exprimé sa colère dans une correspondance adressée au secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Et pour rester bien sûr dans sa biographie, Karine Santia ce matin, il est important de dire que c'est bien évidemment le 16 janvier 1992 que maître Charles Tchakounté Patié s'est inscrit au grand barreau, au grand tableau des avocats au barreau du Cameroun. Excellent professionnel de droit, il s'est spécialisé dans le contentieux des affaires. Il est resté jusqu'à sa mort arbitre de la Cour commune de justice d'arbitrage de l'OADA et bien sûr arbitre au Centre permanent d'arbitrage et de médiation du Centre africain pour le droit et le développement, une organisation associative panafricaine spécialisée dans le plaidoyer pour la prise en compte du droit comme instrument de développement économique et social des États. Voilà, on le dit aujourd'hui, il n'est plus des nôtres. Charles Amel Bachou, vous l'avez connu lui également, maître Charles Tchakounté Patié, le bâtonnier aujourd'hui n'est plus. Quel regard vous y jetez sur celui qu'il a été de son temps? C'est un événement triste de la vie. Tout ce qu'on peut dire, c'est nous présenter nos condoléances à la famille, présenter la douleur que nous portons. Bien avant lui, il y a eu plusieurs personnes qui, de leur manière, ont marqué le barreau. On a eu Maître Sop, Sylvain Sop, on a eu Maître Kingoum. Aujourd'hui, puisque même sur la toile, tous ceux qui lui rendent hommage pensent à ceux-là qui l'ont prédécé, qui sont passés, qui l'ont précédé, pensent à lui. On pourra dire que c'est douloureux, triste départ, et que son âme repose en paix. C'est bien sûr un autre bâtonnier qui s'en va après Bernard Mouna, bon Bengan. Oui, après Mouna et Ansama. Et Ansama également. Ah, oui. C'est le troisième au courant de l'année 2020. Tout à fait, Ouais. c'est une grosse perte. Vous savez, à cet âge-là, on ne souhaitait pas, dans la culture bantou, justement, ce genre de deuil, on ne mangeait pas. Il a parlé de Maître Kingoum tout à l'heure et tout. Quand vous
quand vous êtes dans une société et vous perdez ce genre de pute, on ne mange pas. Mais aujourd'hui, bon, vous allez voir les ACAP et tout. On s'interroge. Bon, vous avez dit, c'est des cas de maladie, c'est des cas, mais même la maladie est culturelle. Culturelle, ça commence par la nourriture que nous mangeons. Donc, et je pense que les médecins, encore parce que je les ai entendus la semaine dernière, ils préparent la semaine du cœur. Ils ont commencé également à attirer notre attention sur l'alimentation, comment nous nous alimentons. Et justement, les médecins ont commencé à nous dire que l'occidentalisation de notre alimentation augmente le taux de prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle. Donc, nous sommes exposés à des maladies cardiovasculaires parce que nous mangeons à l'Occident. Et l'Occident dit manger bio. Nous avons le bio ici. Ils ne mangent pas. Donc, je vais dire seulement que c'est entre autres choses qui permettaient que vous avez une élite comme ça, on les appelait, quand ils tombent, on ne mange pas. On ne mange pas. C'est très grave, Salamé. La douleur est profonde aujourd'hui, surtout pour les avocats qui l'ont connue. Elle est véritablement douloureuse. Depuis hier, les avocats n'arrêtent pas de pleurer. C'est la toute première fois que le barreau perd un bâtonnier en service. C'est la toute première fois. Et il faut ajouter qu'il met le barreau dos au mur parce qu'en principe, son mandat électif finissait en décembre. Et dans les textes, ils n'ont pas prévu un vice-bâtonnier. Donc, comment est-ce que le barreau va fonctionner d'ici à décembre? Alors, il faut dire que c'est un coup dur, même pour le barreau. Et j'espère que ce vide va être rapidement rattrapé. Lors de la prochaine assemblée, il y aura des amendements qui vont être faits. Donc, vous vous rendez compte pourquoi on dit il y a des douleurs muettes, il y a des douleurs devant lesquelles, plutôt que de pleurer, le silence vaudrait mieux. Honorer la mémoire de ce grand homme. Non, ils ont un système. Il y a les représentants dans toutes les régions et ils ont le conseil de l'ordre. En réalité, c'est les représentants. C'est qui appartient à la dernière. Oui, tout à fait. Mais au moins, ils ont des conseils où ils vont élire, généralement, c'est l'aîné, le doyen. On n'a pas prévu ça, bon, dans le texte, c'est pas prévu. En tout cas, que ce soit prévu ou pas, il y a certainement il y a des pratiques qui disent que c'est le doyen. Effectivement. En cas de décès, quand même, c'est sûr qu'on va le voir. Et c'est également difficile de le dire aujourd'hui, les avocats sont en larmes. Beaucoup ont associé à un moment donné l'image de ce bâtonnier à celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui malheureusement, à un moment donné, lors d'une sortie, il a fait savoir véritablement que l'avocat n'avait pas vocation à aborer sa tenue et en militant dans un quelconque parti politique. Et aujourd'hui, on espère également que le message a été transmis. Mais nous en profitons ce matin pour adresser nos condoléances les plus attristées aux familles durement approuvées, au Cameroun entier aujourd'hui qui pleure le décès de Charles Tchakounté Patié, bâtonnier reconnu d'utilité publique aujourd'hui parti, sitôt aîné parmi les aînés, transfuge de jugement d'une belle génération, mais qui a donné tout ce qu'il avait donné. Et d'ailleurs, ce qu'on retient comme expression, c'est que à chaque fois qu'il était pendant les audiences, devant la barre, lorsqu'il parlait, ça tremblait dans les juridictions. Il faut donc comprendre justement ce qu'il représentait, ce qu'il incarne aujourd'hui. Karine Santia, d'autres sujets qui nous interpellent ce matin sur la toile. On parle de la rentrée scolaire 2020-2021. Il y a des dichotomies ou encore des opinions divergentes au sein notamment de la partie sécessionniste quant à la rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On va noter que notamment pour le journal Intégration que nous avons bien voulu partager avec vous, la décision, les avis sur la question de la rentrée scolaire dans le NOZO au sein des leaders séparatistes divisent. Et pour Eric Tato, le 28 septembre, il a invité ses camarades à laisser les enfants aller à l'école car la stratégie a échoué et que les écoles devraient réouvrir pacifiquement. Sauf que pour le docteur Sakoyi Kome, toujours de séparatiste, il a demandé à encourager et à restaurer sa décision interdisant les reprises des cours. Et Marc Barretta qui dit que oui au retour des classes, mais plutôt
dans la réalité sécuritaire de chaque localité. Il y a Emmanuel Dong de la faction de Choawaba qui est considérée comme la plus dure, qui pense qu'il ne soutient pas la reprise des classes sous le Cameroun français et il traite cela de traîtrise qui ne sera pas tolérée car l'interdiction des classes sous le ministre de l'Éducation du Cameroun français est indéfinie et tous ceux qui dérogeront seront arrêtés. Et maintenant, Marc Barretta pense que les combattants doivent encourager le retour à l'école et il faut sauver l'avenir des enfants et continuer la résistance, mais il faut protéger les enfants au moment où ils reprennent le chemin des classes le 5 octobre. Ce qui veut dire qu'au sein notamment de la partie séparatiste, il y a encore de différentes opinions qui concourent notamment à statuer sur le retour des classes ou pas dans ce sillage-là. On peut remarquer que finalement, ce qui a été retenu par l'espace public, c'est que les classes vont reprendre dans le nord-ouest et le sud-ouest, même s'il y a des cours aujourd'hui qui ne seront pas dispensés. Dire en même temps, Dominique Audrey, que lorsque des factions indépendantistes aujourd'hui s'expriment sur la question, le danger c'est qu'il n'y a pas un véritable espoir pour ces retours des classes dans les zones anglophones du Cameroun. Parce que si deux factions, d'aucuns estiment qu'il faut rentrer à l'école, d'aucuns pensent qu'il ne faut pas le faire, finalement, les populations sont prises en otage. Si on s'en tient à ce que Karine a développé, il ne faut pas rentrer à l'école française. Oui. C'est ça. Donc ça veut dire que si on propose un autre programme qui sort du programme donné par la France, il n'y aura pas de problème. Et je crois qu'on l'a décrié ici avec la qualité des programmes enseignés aux enfants à l'école. Qui va donc le faire? Qui va donc restituer les ouvrages, le manuel scolaire? C'est là la question. Qui va s'en occuper véritablement? Parce que c'est là la question, parce que ces enfants même qui retournent à l'école aujourd'hui, là-bas, retournent, mais on soit contre l'école française. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut régler. Alors quel est l'espoir justement d'un retour, d'une rentrée évidente dans les zones anglophones aujourd'hui, Charles Abembatou? Vous l'appréciez comment? Il y a un espoir? On peut vraiment parler de rentrée effective? Monsieur Michel Ngatou, vous pensez que ça devrait nous préoccuper? Réellement, en tant qu'Camerounais, c'est une cause commune quand même pour ces enfants de ces zones. Vous pensez que depuis 4 ans, on fait quoi? Que depuis 4 ans, nous-mêmes prenons seulement le cas sur ce plateau, on fait quoi? Que de dire que arrêtez de sauver la rentrée scolaire, sauver l'école. Mais le gouvernement a fait un choix. Sauver l'école, sauver la rentrée scolaire. Pas sauver l'école, monsieur Michel Ngatou. D'accord. Donc il faut bien comprendre. On ne sauve pas la rentrée, mais on sauve l'école. On doit sauver l'école. La rentrée scolaire. Il sauve la rentrée scolaire. Le gouvernement sauve la rentrée scolaire, non l'école. Oui. Très bien. Vous allez voir, on va parler de cette rentrée scolaire. Vous avez vu que la pression montait d'un cran. Avec ces 2 sénateurs qui sont rentrés, la pression est en train de monter d'un cran. On annonce que non, on va accompagner les enfants pendant 5 ans. Le gouvernement a décidé de distribuer même des livres, mais la Banque mondiale le fait depuis. C'est le travail de la Banque mondiale, ce n'est qu'une récupération. La Banque mondiale distribuait toujours des livres gratuitement dans les établissements publics. Monsieur Michel Ngatou, arrêtons de jouer ce jeu, cette mascarade. Il est question qu'on s'asseye. Ils ont déjà levé un pan. Moi, je vais vous dire concrètement, monsieur Michel Ngatou, ça m'a servi à quoi d'étudier l'histoire de la France? Ça m'a servi à quoi? Je suis là aujourd'hui. Ça m'a servi à quoi? C'est pour les vaniteux, c'est pour les gars qui veulent se dormir, qui vont vous parler du 16e, 17e, et poussière, les rues Pompidou. Ça me sert à quoi? Ça ne me sert à rien. Vous donnez raison justement à ces indépendantistes qui pensent que s'il faut retourner à l'école, qu'on revient à l'histoire du Cameroun, aux valeurs locales. C'est ça qu'on défend sur ce plateau. Donc on sauve l'école et pas la rentrée. On doit sauver l'école. Le baccalauréat veut dire quoi dans votre langue? Baccalauréat, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans votre langue, baccalauréat? BPC, ça veut dire quoi dans votre langue, monsieur Michel Ngatou? Vous connaissez l'histoire du lion noir à Banen? Est-ce qu'il y a plein d'histoires? Il y a des histoires qu'on doit raconter à nos enfants. Il faut faire rêver nos enfants. La rentrée, je pense que l'optique de l'histoire, de l'enseignement des langues nationales, je suis d'accord. Qu'on enseigne les langues nationales. Mais où en sommes ça nous sert à quoi l'apprentissage du chinois, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais renforcé? Ça nous sert à quoi, monsieur Michel Ngatou? Ça ne nous sert à rien, forcément, je vous dis. Oui. Vous avez des établissements où on apprend l'espagnol à un enfant. L'enfant finit le bac, après il comprend
Comment il va Seigneur, ça s'arrête là, il part où? Non, non, on doit entendre, je souhaiterais être à Douala et savoir que mon fils, ma fille causent au moins 12 langues, 6 langues. Je serais content, monsieur Michel Gatchou, parce que ce sera le premier vecteur de vivre ensemble. Oui. Vous ne saurez faire la distinction entre un X ou un Y ou un Wamakoul, comme on avait lu Wamakoul au sein de l'histoire, monsieur Michel Gatchou. Donc j'estime que le fait de refuser l'école française, c'est un point. Et on le dit, et c'est vous. Vous êtes bien acteurs de ce jeu sur le plateau, qui sont nos ennemis qu'on doit cibler. Voilà. Quand on cible nos ennemis, vous nous demandez maintenant comment on doit faire. Merci beaucoup, merci à vous, madame, messieurs. L'école reprendra-t-elle finalement dans les zones anglophones? On parle bien de l'école, pas la rentrée. Est-ce qu'il y a un espoir qu'on puisse avoir l'école, qu'on sauve l'école, pas la rentrée? L'école, pas la rentrée dans les zones anglophones du Cameroun. Eh bien, peut-être des Camerounais aujourd'hui pensent que certains indépendantistes ont raison de dire qu'on ne veut plus les enseignements liés à la France là-bas. On ne veut plus les programmes français là-bas. Et nous croyons justement que c'est une cause nationale, c'est une cause qui devait interpeller chaque Camerounais aujourd'hui pour dire nous voulons absolument qu'on nous restitue l'histoire du Cameroun et non ce qu'ils ont appelé à un moment donné les légendes camerounaises. Merci à vous. Constilamine, une fois de plus, c'est avec nous. Constilamine, vous nous parlez cette fois-ci du Von Bio. Rebonjour. Alors, rebonjour Michel Gatchou, rebonjour à tous les téléspectateurs et rebonjour à tous les clients du concept Salaka. Bonjour à tous les parents d'élèves, bonjour à tous les parents d'étudiants. Merci à tous les partenaires du concept Salaka. Alors, ce matin, j'ouvre le concept Salaka du côté du magasin Milan Tapi avec une exclusivité mondiale. C'est un véritable jeu concours qui vous permettra de gagner plusieurs lots lors du tirage qui va se tenir le 20 octobre prochain. Retenez bien la question. Constilamine et le concept Salaka organisent un très grand événement le 20 novembre 2020. Il s'agit de quel événement? Donc, appelez ou envoyez des SMS au numéro de téléphone du concept Salaka et soyez peut-être parmi les heureux gagnants le 20 octobre prochain, date à laquelle nous allons dévoiler ensemble cet événement sur le plateau de l'émission 10-12 de Zénith à travers l'espace du concept Salaka. Je vous le rappelle, le 20 novembre 2020, le concept Salaka et Constilamine célèbrent un très grand événement. Il s'agit de quel événement? Alors à l'instant, il est question de parler du Von Bio, il est question de parler de ses compléments alimentaires, il est question de parler bien-être, il est question de parler santé, et on ne saurait parler santé sans parler bien sûr de la gamme des compléments alimentaires qui constituent la grande famille Von Bio. Et parmi cette famille, il y a bien entendu le Von Bio Oméga 3. Retenez bien entendu la présentation physique de la boîte. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Quels sont les avantages du Von Bio Oméga 3, chers téléspectateurs? Je vous le rappelle encore ce lundi matin, le Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson ou fish oil, permet d'éliminer, bien entendu, de réduire d'une manière régulière les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'éliminer, bien entendu, naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations pour ceux qui ont les problèmes d'articulation, les problèmes de courbature, les problèmes de crampes, les problèmes bien sûr de rhumatisme. Je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Nos parents du 3e âge, nos parents qui nous regardent en ce moment, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, il est important de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. C'est un complément alimentaire de qualité qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex. Vous le retrouverez au prix de promotion du côté du magasin 1001 Tapis. Oui, c'est ce magasin qui commercialise le Von Bio Oméga 3. Le prix de promotion en ce moment, vous l'avez à 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Vous l'avez à 6 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun. Je rappelle également que nous faisons des livraisons dans tout le Cameroun, dans certains pays africains et même dans certains pays européens. Donc
pour ceux qui nous regardent en ce moment, qui ont besoin de ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, qui permet d'assouplir nos articulations. Ceux qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. On ne parle pas que du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un autre produit de la gamme Von Bio, c'est bel et bien Von Bio Lotion. Alors là, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, votre peau, elle est fragile, votre peau, elle est sensible, elle a besoin d'être protégée. Merci. Alors, je vous conseille Merci. Von Bio Lotion. Et n'oubliez Merci, surtout pas Consti la pommade Lamine. contre les hémorroïdes. Merci Allez, beaucoup. Allez, madame, messieurs, ce fut un plaisir justement de vous retrouver pour ce début de semaine sur les antennes Equinox Télévision. Merci pour la fraternité, l'amour que vous nous accordez chaque jour et nous avons pris l'engagement de toujours vous servir. Demain, 10h.